Donc, je vais faire en gros le programme de ce webinaire, c'est vraiment reprendre toutes les bases. Donc, je vais aller assez vite, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu plusieurs cas d'usage autour de Teams. Le premier étant, par exemple, si on est responsable d'un service, responsable des achats, par exemple, pour une PME, et qu'on veut effectuer une réunion avec des fournisseurs et certains collègues, je vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et encore une fois, vous pouvez poser vos questions à l'oral si vous avez un souci. Donc la première chose, c'est qu'en fait, il va falloir, planifier la réunion et ça, pour le faire, vous pouvez le faire directement dans Outlook ou bien dans Teams. Si vous voulez planifier une réunion Teams depuis Outlook, vous sélectionnez par exemple un créneau ici et vous faites «Nouvelle réunion Teams». Ça va pré-insérer un message d'invitation dans votre message, sinon tout le reste, c'est une invitation classique à une réunion et le lien que vous voyez ici qui est inséré automatiquement, c'est notamment le lien que vos invités vont pouvoir utiliser pour rentrer dans la réunion. Vous allez avoir, toutes les portes vont vous être ouvertes, si vous avez Teams, vous allez pouvoir, rentrer dans la réunion depuis plein d'endroits différents. Mais si vous invitez des personnes qui n'ont pas Teams, c'est la seule porte d'entrée pour participer à la réunion. Donc c'est important de ne pas effacer ce message et depuis Teams, vous avez également un onglet calendrier ici et ce qui est bien, c'est que c'est totalement synchronisé avec Outlook, c'est le même calendrier. Vous pouvez de la même manière, sélectionnez un créneau et vous retrouvez le même formulaire. Il a une apparence un peu différente, mais c'est le même formulaire. Il y a juste en plus ajouté un canal qui vous permet en fait d'aller promouvoir cette réunion dans un canal d'équipe, pour pouvoir finalement avertir tout le monde au sein d'un canal. Donc, par exemple, si vous avez une équipe RH avec un canal formation, et que vous faites une réunion sur les nouvelles formations à venir, vous pouvez ajouter le canal formation dedans et ça va promouvoir dans le bon canal la réunion. Donc ça, une fois que la réunion en fait est créée, alors je vais faire par exemple réunion nouvelle formation ou présentation des nouvelles formations. Vous allez pouvoir ajouter des participants. Donc là, vous ajoutez des participants internes ou externes, à savoir qu'en fait, l'autorisation pour pouvoir inviter des personnes externes, ça se paramètre à un niveau administratif. Donc les utilisateurs eux-mêmes n'auront pas le choix de pouvoir inviter ou non des personnes de l'extérieur, mais c'est les personnes qui sont en charge de la gouvernance Teams qui vont pouvoir le paramétrer. Donc là, je vais inviter de faux comptes. Vous choisissez votre horaire, etc. Comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter un canal, mais là, moi, comme j'ai pas de canal à disposition pour cet exercice, je vais pas le faire. Et puis, vous pouvez faire envoyer, tout simplement, ici. Et votre réunion s'affiche dans votre calendrier Teams. Il s'affiche également dans votre calendrier Outlook. Vous voyez que j'ai dû attendre quelques secondes, mais sinon, c'est exactement le même calendrier. C'est synchro. Une fois que vous cliquez en fait sur ajouter, sur rejoindre une réunion, vous avez cet écran-là, donc qui vous permet, d'activer ou désactiver votre webcam, votre micro. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez flouter votre arrière-plan, mettre une image en arrière-plan, donc ça c'est relativement nouveau, mais on commence un peu tous à le connaître. C'est également depuis cette, première antichambre que vous allez pouvoir éventuellement changer de périphérique pour tout ce qui va être micro, où est-ce que vous voulez entendre le son sur le PC ou dans vos oreilles si vous avez un casque. Est-ce que vous voulez changer de webcam, etc. Et pour vos utilisateurs externes, donc c'est ce que vous avez vécu là ce matin pour rentrer dans cette réunion aujourd'hui, il y a une salle d'attente qui est prévue. Donc quand vos utilisateurs vont cliquer sur rejoindre la réunion depuis l'invitation, ils vont tout simplement, alors s'ils ont Teams, ça va ouvrir Teams, mais s'ils n'ont pas Teams, ça va ouvrir un navigateur internet, donc par exemple Google Chrome, et on va juste leur demander d'entrer leur prénom. Ils vont pouvoir rejoindre la réunion sans avoir à installer quoi que ce soit, ce qui est plutôt pratique. Et là, vous avez dû voir ce message ce matin. Au début de la réunion, nous faisons savoir à vos contacts que vous patientez. Ça signifie que vous êtes dans la salle d'attente. Du côté des organisateurs, c'est très simple. Une fois que la réunion est lancée, il y a un message qui arrive en plein milieu de la fenêtre de la salle d'attente qui vous dit que la personne est en train de patienter. Et là, soit vous faites rentrer la personne, soit vous affichez la salle d'attente et ça va permettre sur la droite, par exemple, dans le volet, de faire rentrer plusieurs personnes en même temps. Quand vous êtes organisateur d'une réunion,
il y a toujours 3 petits points, dans les réunions comme ça et quand vous êtes organisateur de la réunion, vous avez accès aux options de la réunion, ici et ça va vous permettre, vous voyez sur la droite, j'ai mis le formulaire en capture, ça vous permet notamment 2 choses importantes. Vous pouvez spécifier qui peut, heu, éviter la salle d'attente. Donc par défaut, c'est tous les membres de votre organisation. Donc quand vous invitez un collègue dans une réunion, il n'a pas à attendre dans la salle d'attente. Par contre, par défaut, si vous invitez une personne externe, elle va attendre et si vous ne voulez pas que vos invités externes attendent dans une salle d'attente, mais que vous voulez les inviter, par exemple, vous faites un webinaire où il y a 50 personnes externes qui arrivent, vous ne voulez pas les comment dire? Les approuver les uns après les autres, eh bien, vous pouvez changer ce paramètre ici, ce qui est plutôt intéressant et vous pouvez aussi en bas, vous voyez, choisir qui peut présenter. Donc présenter, c'est principalement, 2 choses, c'est partager son écran. Donc qui a le pouvoir de partager son écran pendant la réunion? Par défaut, vous voyez que tout le monde peut le faire. Même vous, en tant qu'invité externe, normalement, vous devriez pouvoir le faire. Sauf si on a fait des paramétrages, justement spécifiques, alors ça je l'ignore. Et puis, la deuxième chose, c'est, quelqu'un qui est en capacité de présenter va aussi pouvoir couper les micros des uns et des autres, donc il a un peu un statut de modérateur. Donc vous pouvez aller changer ça ici, ce qui est plutôt intéressant. Pour le partage d'écran, donc une fois que vous êtes dans la réunion, vous voyez, il y a une sorte de rectangle, avec une flèche et ça va vous permettre de partager soit complètement tout votre bureau, c'est ce que moi j'ai choisi de faire aujourd'hui et c'est ce qui me permet de basculer, de vous montrer à la fois mon PowerPoint, de vous montrer l'application Teams, de vous montrer, le navigateur. Donc ça, c'est la le premier choix. Vous avez tout à gauche. Ou bien, si vous voulez, éviter que par erreur, on voit votre messagerie ou votre fond d'écran ou ce que vous voulez sur votre bureau et que vous voulez plutôt limiter ce que vous partagez, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir, une des fenêtres que vous avez ouvertes sur votre bureau et donc tout ça, ça va être dans la section fenêtres. Après, vous avez une section PowerPoint, là, c'est juste Teams qui va vous remonter plusieurs propositions de présentation sur lesquelles vous avez travaillé récemment. Et puis, vous pouvez aussi partager un tableau blanc. Et vous avez une option aussi au-dessus, inclure le son d'ordinateur. Si vous voulez partager une vidéo, il faut bien que cette option soit cochée en bleu avec le petit rond sur la droite pour que vos invités puissent également entendre le son de votre vidéo. Alors, vous avez la possibilité, si je montre notre réunion là, dans, le volet participants, vous voyez donc de désactiver votre micro, le réactiver quand vous voulez également. Mais, si jamais vous avez plein de participants et qu'il y a des bruits un petit peu parasites, c'est pas toujours facile de savoir d'où ça vient. Donc vous pouvez désactiver tous les micros en même temps. Donc ça va désactiver tous les micros sauf le vôtre et ça vous permet de retrouver tout de suite, du calme dans votre réunion. Donc ça, c'est un petit peu le premier cas d'usage un peu simple, de la réunion. Maintenant ce que je vais vous suivre, c'est, voilà, un deuxième cas d'usage. Je suis membre d'une association et je souhaite discuter et partager des documents d'information avec les autres membres. Donc vous pouvez, faire des conversations avec, des personnes extérieures. Donc toujours la même chose, rappelez-vous, c'est configurer, c'est une fonctionnalité, la communication avec, des personnes extérieures qui est, décidée à un niveau administratif. Donc là, on va chercher le nom de la personne. Voilà. Vous pouvez démarrer donc une conversation avec cette personne interne ou externe qui disposerait de Teams. C'est pas quelque chose qu'on peut faire uniquement depuis un navigateur. Faut que la personne ait une licence Teams. Vous allez pouvoir donc, discuter avec la personne. Vous pouvez vous gérer, donc il y a quelqu'un qui me parlait tout à l'heure, de la façon dont les contacts sont, utilisés, dans Teams. Donc par défaut, vous avez 2 façons de retrouver des contacts dans Teams. Il y a la liste des conversations qui sont un peu organisées par récence comme ça, donc c'est pas forcément toujours très pratique. La seule chose un peu pratique que vous pouvez faire ici, c'est épingler des réunions en haut de de la liste, comme ceci. Ça va en fait remonter la conversation ici, là si je remonte Marine, ces conversations du coup seront toujours accessibles en haut de la liste, donc temporairement pendant une semaine ou 2, tant que vous avez besoin de cette conversation, vous pouvez la laisser ici épinglée et si vous avez besoin après, vous pouvez détacher la conversation comme ceci, en allant sur les 3 points et en faisant détacher. Et vous pouvez aussi basculer ici depuis la flèche dans l'annuaire de contact. Voilà. Alors
c'est un annuaire de contact qui, par défaut, est totalement vide et c'est à vous, en fait, de vous créer vos propres groupes et d'aller ajouter, des personnes dans ce groupe de contact. Par exemple, vous voyez, j'ai 2 contacts dans mon groupe favori, ensuite j'ai tout cela. Donc pour ajouter un groupe, c'est très simple, vous allez ici, groupe de contact, vous choisissez un nom pour votre groupe et ensuite dans les 3 petits points ici, vous faites ajouter un contact à ce groupe et vous allez chercher le nom d'une personne. Maintenant, ça n'a de groupe que le nom. Faut faire attention, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucun moyen de, par exemple, de contacter toutes les personnes de ce groupe qui sont dans Devolis Régie en même temps. C'est juste un assortiment d'utilisateurs, mais ça ne correspond pas à un groupe Microsoft 365, donc je ne peux pas les contacter tous en même temps. Si c'est ce que vous voulez faire, il y a 2 manières de contacter tout un groupe de personnes en même temps dans Teams. La première, c'est bien sûr de créer une équipe autour de ces personnes. Et donc, vous voyez sur, par exemple, mon équipe interne blog d'Evolis, je suis dans le canal général ici. À tout moment, je peux démarrer une réunion et ça va inviter l'ensemble des personnes qui font partie de cette équipe. Si vous êtes curieux et que vous avez un doute sur qui a accès à quoi à un moment donné, vous pouvez à tout moment aller dans les 3 petits points ici et faire gérer l'équipe. Et vous allez voir ici toutes les personnes qui ont accès à l'équipe en tant que membres, les propriétaires. Voilà, donc ça c'est dans la partie gérer l'équipe ici. Donc ça, c'est la première façon de contacter tout un groupe de personnes dans Teams. Vous pouvez démarrer une réunion comme ça. Enfin, je parle vraiment d'appel, hein, sinon vous pouvez bien sûr leur envoyer un message, hein. La deuxième façon d'appeler tout un groupe de personnes, c'est de créer un groupe, enfin une conversation de groupe. Donc là, on est hors équipe, on est encore sur tout ce qui a été hérité de Skype, c'est de la communication à la volée, hein, mais là, je suis avec une première personne. Je vais rajouter ici sur la droite, on a un bouton pour ajouter d'autres personnes dans un groupe. Hop, ajouter. Donc là, je suis passée dans une conversation de groupe dans laquelle on a déjà commencé à discuter, parce que c'est un modèle que j'utilise beaucoup en formation. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est appeler, vous voyez, alors soit en vidéo, soit sans la webcam. Vous pouvez appeler ces personnes-là à la volée, même si vous n'avez pas prévu de rendez-vous dans les calendriers, même si vous n'avez pas envoyé d'invitation, ça va appeler toutes ces personnes en même temps. Et vous voyez que là, on ne passe pas par l'annuaire, on ne passe pas par l'annuaire de contact pour contacter tout un groupe de personnes. On est obligé de se créer comme ça une discussion. Et ensuite, c'est la discussion qu'on appelle, en fait. C'est le groupe qu'on appelle. Pendant qu'on est là, j'en profite pour vous signaler que les groupes, les conversations de groupe peuvent être renommées, comme je l'ai fait ici, moi, ici. Donc ça, c'est pratique pour vous permettre de retrouver facilement, de distinguer facilement les conversations de groupe les unes par rapport aux autres. Si je me mets un petit message là, elle va remonter dans voilà, mes conversations récentes. Et vous pouvez, comme je vous disais, épingler vos conversations de groupe ou vos conversations intéressantes comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième façon de gérer des groupes de contact, on va dire, d'une certaine manière. Vous pourriez nommer votre groupe de contact aussi comme ça en renommant la conversation. Et du coup, y avoir toujours accès via cet angle de la conversation Teams. Alors, que ce soit dans une conversation individuelle ou dans une conversation de groupe, vous pouvez bien sûr à tout moment envoyer des documents à ces personnes. Donc pour ça, en fait, il faut aller ici sur le trombone. Vous faites charger à partir de mon ordinateur ou bien vous pouvez aller piocher dans votre OneDrive, qui est votre espace de stockage personnel de documents dans l'environnement Microsoft 365. Et là, par exemple, je vais aller mettre un document comme ça. Alors, il me propose, j'ai déjà dû je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre. J'ai déjà dû le partager. Voilà, programme de conférence, par exemple. Donc, il y a une barre de progression le temps que le document soit téléchargé dans Teams. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous partagez un document dans Teams, ça crée un doublon. Votre document original, celui qui est stocké dans votre OneDrive ou dans votre PC, il reste à sa place, il ne bouge pas. Voilà. Par contre, là, le document que je vais envoyer,
ça devient un document doublon. OK? Et si vous avez besoin de retrouver un document à un moment donné, vous n'avez pas besoin de remonter le fil, enfin, l'historique de la conversation. Vous pouvez directement aller dans l'onglet Fichier, ici. Vous allez retrouver la liste de tous les documents qui ont été partagés pendant cette conversation, donc entre ces personnes spécifiquement. Si vous avez besoin d'annuler ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous vous êtes trompé, de documents, vous êtes trompé de personne, il y a vraiment besoin de revenir en arrière et d'annuler l'action. Dans l'onglet Fichier, ici de Teams, vous avez une interface où vous avez accès à tous les documents, donc Microsoft Teams, donc tous les documents auxquels vous avez accès dans Teams, plus, vous voyez, vous avez un pont, un raccourci vers votre OneDrive, votre espace de stockage personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, enfin, c'est un détail qu'on connaît pas toujours dans Teams. On a tous dans notre OneDrive un dossier comme ça qui s'appelle fichier de conversation Microsoft Teams, dans lequel, en fait, c'est un fichier automatique. Et dans ce dossier sont listés l'ensemble des documents que j'ai partagés via des conversations Teams. OK? Donc si je veux supprimer quelque chose ou faire du propre, à un moment donné, revenir, faire table rase de tout ce que j'ai envoyé, par exemple, dans, des conversations, je peux tout sélectionner ici et tout supprimer sans crainte. Sauf si, vraiment, vous travaillez avec quelqu'un, moi, par exemple, à un moment donné, j'ai travaillé là-dessus, je pense que c'est bon, je vais juste me le télécharger comme ça. Je pense que j'aurai pas de problème. De toute façon, tout ce que vous supprimez toujours, peut toujours être restauré, hein. Donc vous pouvez faire du propre et tout supprimer. Alors je vais juste pas prendre celui-là, parce qu'il est en cours de téléchargement. De la manière suivante. Et comme ce sont des doublons, ben, vos documents originaux, eux, ils restent là, il y a pas de problème. Donc je reviens sur ma petite conversation, voilà, ma petite conversation de groupe. Donc là, c'était par exemple, je suis un membre d'une association, je dois discuter, partager des documents d'information avec les autres membres. Eh bien, vous pouvez tout à fait tenir une conversation avec des personnes internes et externes de l'association et partager des documents et les retrouver un peu, voilà, assez facilement comme ça. La seule chose, c'est qu'il faut que ces fameux partenariats, enfin partenaires externes aient au moins, Teams ou Skype entreprise de leur côté. Sinon, s'ils n'ont pas Teams ou Microsoft ou Teams de leur côté, enfin Teams ou Skype de leur côté, pardon, il va falloir du coup organiser plutôt une réunion avec eux, puisqu'on a dit tout à l'heure que tout le monde pouvait participer à une réunion Teams, même les personnes qui n'ont pas de licence, via un simple navigateur en cliquant sur le petit lien d'invitation, ils vont pouvoir participer à la réunion. Voilà, alors, d'autres petites choses à savoir, quand vous êtes dans votre conversation, quand vous survolez un message, donc vous avez vu, vous pouvez laisser un petit pouce, une petite réaction, mais surtout, en fait, vous pouvez supprimer vos propres messages. Ça, c'est intéressant. C'est rare qu'on ait besoin de le faire, mais si vraiment vous êtes, encore une fois, vous êtes trompé de personne à qui s'adresser, ou vous êtes trompé de lieu ou de moment ou quoi, vous pouvez supprimer votre message comme ceci. Et vous pouvez aussi modifier votre message. Donc quand vous survolez, vous faites 3 petits points, modifier et là vous allez pouvoir, voilà, ajouter quelque chose, faire une correction. J'insiste, une petite correction de coquille, correction de faute d'orthographe parce que, dans Teams, il faut jamais se dire, enfin, vous voyez là, il y a un une mention que mon message a été modifié, ça tout le monde le voit, donc tout le monde verra que c'est un message modifié, mais on ne saura pas ce qui était écrit avant. Mais surtout, il faut jamais s'amuser à changer le propos, changer exactement ce qu'on a dit, parce que personne n'a de notification pour prévenir, ces personnes que votre message a été modifié. Ça se fait, discrètement, c'est, dans le cas où vous avez fait une faute et que vous la corrigez. Donc il y a pas besoin de tenir tout le monde au courant que vous avez modifié votre message. Mais, si vous apportez une précision, si vous changez d'avis complètement, bien sûr, enfin, je sais que ça peut paraître évident, c'est du bon sens, il vaut mieux envoyer un nouveau message et ne surtout pas aller modifier, votre propos directement dans un ancien message, parce que personne ne sera au courant. Il y a que vous qui serez au courant que vous avez modifié, votre demande. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dont je veux vous parler, c'est le point d'exclamation. C'est important de savoir à quoi il sert. Par défaut, en fait, ce qu'on envoie, c'est des messages standards et vous pouvez aussi, mmh, envoyer des messages importants et des messages urgents.
Sauf que quand vous envoyez un message urgent, même si ça ressemble fortement au précédent, ça n'est pas du tout la même chose. Quand vous envoyez un message important, c'est juste un message qui apparaît en rouge comme ça avec un point d'exclamation. Alors que quand vous envoyez un message urgent, vous voyez, c'est écrit là, votre destinataire reçoit une notification toutes les 2 minutes pendant 20 minutes. Donc 10 notifications en tout. Et la spécificité de ça, c'est que ça va même aller déranger les personnes qui sont en statut ne pas déranger. Les statuts, il y en a plusieurs. Soit on est disponible, soit on est de retour bientôt, on est en pause, soit on est en congé, on est hors ligne, soit on est en appel, on a répondu à un appel, on est rentré dans une réunion, ce genre de choses, donc on va avoir un statut occupé. Ou bien, et ça c'est le plus haut niveau pour être «tranquille» entre guillemets, c'est le statut «ne pas déranger», qui est automatiquement appliqué à toutes les personnes qui partagent leur écran, comme c'est mon cas actuellement. Et ce statut, normalement, vous permet de bloquer toutes les notifications entrantes que vous pourriez avoir en bas à droite de votre écran. Donc dès que quelqu'un vous envoie un message de chat, en principe, vous voyez une petite fenêtre apparaître en bas à droite de votre écran. Eh bien, si à un moment donné, vous avez envie d'être tranquille pendant 1 heure ou 2 pour vous concentrer sur quelque chose et de ne pas être sollicité, vraiment vous voulez un peu sacraliser votre temps, vous pouvez vous-même vous mettre en statut «ne pas déranger» et quand vous partagez votre écran, vous êtes également mis en statut «ne pas déranger» parce que peut-être que vous êtes en réunion client, peut-être que enfin voilà, faut pas que la réunion soit interrompue par des messages intempestifs qui pourraient apparaître à l'écran durant la réunion. Donc voilà. Et puis, je reboucle, quand vous envoyez un message urgent, vous allez quand même envoyer un message aux personnes qui sont en réunion, aux personnes qui sont, en train de travailler, vous allez les déranger. Donc il faut vraiment que ce soit urgent. Il faut vraiment que l'intention derrière ce message, ce soit d'interrompre ce qu'elles sont en train de faire, qu'elles arrêtent leur présentation, qu'elles interrompent leur réunion client et cetera et voilà. Quand vous avez partagé donc des documents avec votre association, avec votre groupe d'utilisateurs, donc qui sont dans les fichiers ici, et chacun peut ensuite revenir dans cet onglet fichier pour aller ouvrir le document et là, on reste dans Teams. Vous pouvez donc toutes les personnes de cette conversation peuvent l'ouvrir en même temps et aller faire leurs modifications sur ce document en même temps. Vous voyez que là, je suis dans mon navigateur, donc même sans avoir, votre suite bureautique Office installée sur votre PC, vous avez accès à ces documents, vous pouvez les modifier à distance, vous pouvez en plus partager votre écran, faire une réunion et donc co-construire le document, ensemble durant la réunion et ce depuis, n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel, lieu. Donc c'est vraiment hyper pratique pour ensuite, construire des projets ensemble. Vous avez tous vos documents qui sont, dans la conversation de groupe. Vous pouvez aussi bien sûr décider de construire plutôt une équipe, hein, pour organiser vos initiatives, internes, externes avec, d'autres personnes. Donc pour les équipes, quand vous voulez créer, une équipe, vous allez donc sur cet onglet-là, vous faites «Créer ou rejoindre une équipe». Vous pouvez partir de zéro ou vous pouvez utiliser l'un des modèles qui est proposé par Microsoft pour avoir une base, en fait, pour commencer votre projet. Par exemple, si j'utilise celui-ci, gérer un projet, hop, je fais démarrer. Vous allez décider si c'est une équipe privée ou publique. Si elle est publique, elle sera visible de l'ensemble de votre organisation dans le catalogue, des équipes disponibles et les personnes pourront rejoindre comme elles le souhaitent, l'équipe et si elle est privée, par contre, c'est le propriétaire de l'équipe qui va choisir qui peut rentrer dans l'équipe. Voilà, vous avez la création de votre équipe qui est en cours. On peut fermer ça en attendant que ça se crée complètement. Vous voyez, donc là, pour l'instant, il m'a créé juste un canal général, mais il va créer d'autres choses au fur et à mesure. Et donc là, on a les 3 petits points. On peut aller faire gérer l'équipe et c'est ici qu'on va pouvoir ajouter des membres internes, externes, heu, à l'équipe. Donc si c'est un membre interne, je peux essayer d'utiliser l'AD, en fait, le catalogue de l'entreprise pour, ajouter les personnes. Mais je peux aussi, par exemple, c'est pas une vraie adresse, mais, vous voyez le principe, j'ai pas envie d'aller déranger une personne externe.
Voilà, Zoé.Manguive, invité, hop, faites fermer et vous avez votre liste ici. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr, changer comment dire? Les droits d'accès, en fait, de vos invités. Vous pouvez désigner plusieurs propriétaires comme ça qui vont avoir un peu plus de droits, que les autres. Vous allez pouvoir créer des canaux. Alors là, pour l'instant, on a juste celui-ci, le canal général, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres canaux. Alors par exemple, alors, il y a plusieurs méthodologies, hein, pour, créer vos canaux, hein, bien sûr. Soit vous créez, des canaux par étape projet. Par exemple, si vous avez, une équipe projet avec plusieurs phases, plutôt comme plusieurs grandes phases qui prennent plusieurs semaines à chaque fois, ça permet un petit peu de faire du propre un petit peu automatiquement dès que vous passez au mois suivant ou à la phase suivante de votre projet, pour éviter d'avoir trop de choses qui sont partagées. Ou bien vous pouvez avoir, une équipe autour d'une thématique globale et puis ensuite des sous-thématiques. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir, une équipe qui est dédiée à un service RH et puis à l'intérieur de cette équipe, vous pouvez très bien avoir, un canal, recrutement, un canal formation, un canal, que sais-je encore, développement de carrière et cetera. Et vous pouvez avoir aussi des canaux privés, sur lesquels seulement une partie de vos membres vont avoir accès. Pour cela, en fait, vous voyez, il suffit ici de dire que le canal va être privé et par exemple, ça peut être management. Donc les canaux privés ne seront visibles que des personnes qui ont accès à ce canal privé et il y aura un petit cadenas comme ça sur la droite qui va apparaître. Toutes les personnes qui ne sont pas dans ce canal ne le verront pas. Ça va pas polluer leur environnement. Voilà, et donc après dans chaque canal, c'est des compartiments en fait qui permettent d'organiser un petit peu les échanges. Eh bien, vous avez à chaque fois, vous voyez, un onglet publication et un onglet fichier. Donc la publication, c'est un échange, de conversation finalement, où on va pouvoir, partager des images, partager des documents, des remarques autour de l'étape, autour de la sous-thématique de l'équipe et cetera. Et puis dans la partie fichier, on va retrouver tous les documents qui ont été partagés, donc c'est la partie plus, échange documentaire et c'est ici aussi qu'on va pouvoir venir pour coéditer des documents. Vous voyez que soit vous le faites sous forme d'équipe, soit vous le faites sous forme de conversation un petit peu plus à la volée comme ceci. Et ce qui arrive souvent en fait dans les entreprises, j'ai remarqué, c'est que, heu, Teams en fait, c'est vraiment ces 2 volets-là. Il y a le volet hérité de Skype qui est vraiment la partie communication un peu plus «sauvage» entre guillemets, sans trop de process et cetera. Et puis il y a la partie collaboration avec les équipes qui est beaucoup plus structurée, qui a tous ses avantages bien sûr, mais qui parfois met un peu plus de temps à mettre en place au niveau des entreprises parce qu'il faut faire un état des lieux, il faut, mettre en place des règles de gouvernance et cetera. Et souvent, en fait, ce qui se fait, c'est que en étape intermédiaire, avant qu'on arrive à un petit peu à accoucher de ces équipes-là, avant que ça se structure à ce niveau-là, souvent, en fait, on passe par les conversations de groupe pour commencer un peu à travailler ensemble, même si on n'a pas encore son équipe de créer, tout n'a pas encore été structuré, tout n'a pas encore été validé, et cetera. Eh bien, on peut déjà commencer à collaborer dans Teams, juste en faisant une conversation de groupe. On peut s'échanger des documents, on peut faire un petit sondage si on veut ici avec Forms, donc il y a vraiment plein de petites choses, qu'on peut faire, que l'utilisateur est libre de faire, même si au niveau de la gouvernance, on n'a pas encore mis en place, le squelette, de règles, la structure des équipes et cetera. Alors sous le point d'exclamation, peut-on rajouter des rubriques, par exemple personnelles? Non, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, mais sachez qu'il y a dans Teams, comme, partout ailleurs dans la suite Microsoft 365, la possibilité de gérer un système de confidentialité des documents en leur mettant des étiquettes. Des documents, hein, pas des conversations. C'est-à-dire que alors c'est un sujet encore très vaste et un peu plus complexe, mais je voulais que vous sachiez que ça existe. Il y a tout à fait la possibilité
de mettre ça en place et comment ça se présente? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez votre document, Word, PowerPoint, PDF, eh bien, on peut assez facilement, dans Microsoft 365, leur mettre un tampon personnel, confidentiel, et cetera et ça va, en fait, automatiquement, appliquer un certain nombre de règles, de partage, de confidence de ré ça va restreindre les possibilités de partage, donc c'est un autre sujet, mais si voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez regarder étiquette. Par contre, pour tout ce qui est conversation, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de façon de dire telle conversation est personnelle. Tout est sauvegardé, dans Exchange. Voilà, il n'y a pas de conversation privée, sur Teams. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on est dans une conversation avec une seule personne, comme ça, la conversation que j'ai par exemple avec Marine, elle ne sera jamais partagée avec qui que ce soit dans l'entreprise. Parce que si je rajoute une personne ici dans la conversation, par exemple un de mes faux comptes comme ça, on on va basculer vers une conversation de groupe. Donc tout ce que je me suis dit, tout ce que j'ai dit avec Marine n'est pas, partagé. Alors que, vous voyez que quand on est dans une conversation de groupe, je vais mettre plusieurs messages, si j'invite encore une personne, mais là on se trouve déjà dans une conversation de groupe, donc si je rajoute des personnes dans la conversation de groupe, là vous voyez, on va me proposer, on va me demander si je veux inclure l'historique des conversations ou pas avec la personne qu'on va inviter dans la conversation. Donc si je mets ne pas inclure l'historique des conversations, elle ne verra que les messages, à partir du moment où elle sera rentrée dans la conversation. Donc elle ne verra pas le hello, bonjour, merci. Vous voyez qu'on peut mettre en place au niveau de la gouvernance des conventions de nommage sur certaines équipes qui permettent déjà de savoir jusqu'où on peut aller quand on s'exprime en fait dans une conversation. Vous voyez que si c'est une équipe interne, au moins je sais que c'est une équipe dans cette équipe, il n'y a pas d'invité externe. Et ça, c'est plus souvent une question qu'on nous pose, c'est, comment est-ce qu'on peut savoir dans Teams, ce qu'on peut se dire? Par exemple, dans une équipe où il y a des invités externes, on va peut-être, moins blaguer, être un petit peu plus formel et cetera. Enfin, ou même tout simplement ne pas, il y a des choses, confidentielles, des données d'entreprise qu'il ne faut pas divulguer, qu'il ne faut pas faire fuiter à l'externe. Donc, si vous avez une équipe dans lesquels il y a à la fois des invités internes et externes, vous pouvez tout à fait marquer en lettres capitales comme nous ou autres, enfin, vous pouvez trouver votre propre méthode, nommer l'équipe de telle manière qu'on voit clairement que l'équipe est ouverte à l'externe. Ça n'empêche pas du tout, même celles qui, vous voyez, j'ai d'autres équipes qui n'ont pas cette convention de nommage. Si vous avez un doute, bien sûr, à tout moment, vous pouvez aller regarder dans gérer l'équipe qui sont les personnes qui ont accès à l'équipe, mais c'est un peu chronophage et c'est plus pratique, nous, on trouve, de voir directement si on est dans une équipe interne ou pas, quoi. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Les deux. À la prochaine.